Bonjour, merci d'être là, merci d'être parmi nous pour ce deuxième rendez-vous de Digital Change 2021. Lors de notre première émission le 8 avril dernier, d'ailleurs vous pouvez retrouver tous les replays sur la plateforme média digital-change.fr, nous avions abordé ensemble la question du e-commerce avec les partages d'expériences d'Algam ou encore de Vorwerk. Et nous avions pu voir à travers ces différents partages d'expériences comment le numérique était devenu une réponse à travers cette crise sans précédent que nous connaissons. Une réponse dans un premier temps et puis un enjeu très rapidement derrière pour, on peut l'imaginer, dans les prochaines années, devenir une ligne supplémentaire dans la stratégie de ces entreprises. Aujourd'hui, nous vous proposons de passer à un autre sujet, celui de la relation client, et où comment le numérique, permet de développer, fidéliser ses clients. Et je vous propose de passer tout de suite à notre premier échange, celui de l'invité mystère. Bonjour Marie-Louise Julien. Bonjour. Alors, vous êtes en duplex, c'est aussi les joies du numérique, vous êtes à Paris et merci d'avoir accepté cette invitation pour cette deuxième émission Digital Change 2021. Je vous présente rapidement, vous êtes donc le délégué général de l'AMARC. AMARC, c'est l'association pour le management de la réclamation client. Vous me dites si je dis vraiment une bêtise. Cette association existe depuis une quinzaine d'années. Elle regroupe plus de 300 entreprises, tous secteurs confondus et non des moindres. Sur certains secteurs, c'est assez impressionnant, ces entreprises qui vous ont rejoint sur ces années. Et le travail de ce réseau, c'est de démontrer le fait que la réclamation client est le moment de vérité dans la relation client. Alors, vous allez revenir sur ce point-là pour nous l'expliquer. Et d'ailleurs, vous considérez aussi que ce moment de vérité est un vrai levier de performance, à la fois sur un plan financier, mais aussi en matière d'innovation ou encore de transformation. Alors justement, en matière de transformation, on est dedans depuis maintenant un peu plus d'un an. Cette crise sans précédent dans laquelle nous sommes encore un petit peu, quel impact aujourd'hui, Marie-Louise Julien, vous retrouvez de cela? Quel impact ça a eu sur la relation client, les effets que vous pouvez aujourd'hui constater et surtout en matière de digitalisation? Alors tout d'abord, sur les effets, me semble-t-il, d'une manière assez générale, se portent surtout sur deux faits. Le premier, c'est, je dirais, une confirmation, un accélérateur. C'est-à-dire qu'en fait, nous, dans l'univers de la relation client, on a des entreprises qui se sont révélées, ou plutôt qui ont confirmé de très belles dispositions en termes de relation client. Je citerai notamment le cas de la Naïf, qui est, je crois, géographiquement assez proche de chez nous, qui, dans un temps éclair, a décidé de ne pas profiter, si j'ose dire, de cette crise, de ce premier confinement, pour engranger plus de fonds, puisqu'ils estimaient que la baisse du nombre d'accidents pouvait générer un profit supérieur et de manière assez rapide et surtout de manière assez naturelle. Ils ont reversé à l'ensemble des sociétaires ce qu'ils estimaient comme la baisse d'accidentologie. On a aussi une entreprise comme Decathlon qui finalement s'est mis à la disposition quelque part de la société, même des hôpitaux, en mettant par exemple à disposition l'ensemble des brevets d'innovation sur les masques. Là, on a deux exemples d'entreprises qui avaient une identité, une ADN qui était très tournée relation client, c'est ce qu'on leur prêtait et qui l'ont confirmé. Et puis à côté, il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui, pour des raisons évidentes, on ne donnera pas les marques, qui pouvaient se gargariser effectivement d'avoir une certaine affinité avec le client, et qui ont montré malheureusement un tout autre visage au moment, par exemple, que les créances se soient embarquées plus rapidement, une pression sur les fournisseurs. Il des craintes, quoi. Voilà, donc là je pense qu'il y a eu un côté révélateur, accélérateur, et puis aussi une confirmation qui vient derrière, c'est que toute la littérature académique nous apprend que les entreprises orientées clients sont plus profitables en termes de finances,
Et je peux mettre un joli billet sur le fait que Maïf et Decathlon feront une très belle année sur leur secteur, malgré une année ravagée. Si on zoome plus précisément sur le côté réclamation client, est-ce qu'on peut dire que la crise a complexifié la chose ou au contraire elle a facilité justement ce lien entre l'entreprise et son client? Alors, si on parle de pandémie, moi, je vais reprendre un petit peu avec une réponse en analogie. Je pense que dans l'univers de la relation et particulièrement de la réclamation, qui est le sujet sur lequel je pense avoir ma crédibilité, qui est effectivement, on a eu 3 vagues. Alors, on a une première vague finalement où les clients nous ont fait part d'une certaine indulgence à l'égard de nos marques, c'est-à-dire qu'ils avaient conscience qu'il fallait que nous nous réorganisions pour pouvoir répondre, être à leur côté en cas d'insatisfaction, en cas de bug sur l'usage de leurs produits ou de leurs services. Donc une forte indulgence. Côté collaborateur, je pense pour beaucoup une certaine fierté d'être utile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, il y avait vraiment cette notion des jobs qui ont une utilité. On a parlé de première ligne, de deuxième ligne. Je ne sais pas si c'était à droit, mais en tout cas, dans l'univers de la relation client, je pense que c'était un petit peu l'armée des ombres qui s'est révélée dans l'usage. Beaucoup d'entreprises, finalement, n'ont vécu que par les services clients, qui étaient la seule interface Ouais. en tant qu'ambassadeur. Première vague. Deuxième vague, à la rentrée, en septembre, on commençait à rentrer dans un espèce de Covid as usual. Donc, du coup, des clients qui se disaient vous êtes gentils, mais ça fait 5 mois que vous auriez dû commencer à vous réorganiser. Donc, maintenant, j'attends un service qui soit au niveau et cette indulgence était perdue. Et je pense qu'ils avaient raison d'attendre plus et mieux, peut-être, d'un certain nombre de marques. Côté collaborateur, aussi une certaine, pas exaspération, mais aussi une certaine fatigue. C'est vrai que travailler chez soi, tout le monde n'a pas la chance de travailler dans un duplex, dans un hôtel particulier ou dans une maison secondaire et quand on est sur des activités Ouais, ils où ne sont pas nombreux là. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire en termes de télétravail avec Je les vois bons bien. bains. Voilà, il y avait une certaine fatigue. Et puis là, clairement, depuis janvier, il y a une usure réelle, tant de la part des clients que des équipes, puisqu'on voit que le nombre d'incertitudes, notamment économiques, viennent poser des questions sur des emplois, notamment des entreprises qui ont aussi besoin, pour le coup, cette fois-ci, de trésorerie. Donc, ça se densifie. Si on se positionne un peu avec de la prospective, qu'est-ce qui va rester de cet épisode? Est-ce qu'il y a déjà des pratiques où on se dit ça va rester, ça a vraiment apporté un plus, et puis d'autres, au contraire, ça va disparaître, il va y avoir de l'hybridation dans tout ça? Alors, le plus, d'une manière assez globale, pour pas enfermer dans la réclamation, je pense que clairement, dans la manière même de l'organisation du travail, avant, il paraît qu'on était incapable d'être en télétravail. Voilà. Bon, on se rend compte que finalement, quand on doit, on peut. Après, le tout Puis cette télétravail crise est a venu. accéléré, cette crise de toute manière Voilà. a accéléré le télétravail. On est dans l'accélération et après, en même temps, dans les bonnes pratiques, ce qu'on constate, c'est que y a trop de télétravail, ou en tout cas, qui d'ailleurs, il faut reprendre le mot, c'était pas vraiment du télétravail, c'est-à-dire qu'on devait bosser de chez nous et on n'était pas dans des conditions de télétravail. Perso, j'ai une équipe qui est en télétravail. Entre le télétravail habituel et ce qu'elles ont eu à vivre avec leurs gamins, ça n'avait rien à voir. Donc, par contre, dans les bonnes pratiques, ce qu'on peut observer, notamment dans les services clients, c'est que certaines entreprises ont accru leur surface d'entreprise pour permettre d'embarquer plus de collaborateurs pour leur éviter justement un espèce de télétravail contraint. Donc ça, c'est, me semble-t-il, une bonne pratique. Et ensuite, on a aussi dans l'hybridation, c'est quelque chose d'assez euh, évident presque, mais nous, au niveau de la réclamation, j'aurais tendance à dire que c'est notamment grâce à Internet que la réclamation est sortie. Vous évoquiez tout à D'accord. l'heure la place de la réclamation. Je pense que c'est le fait de prêter la voix au consommateur par le digital qui a permis, ou plutôt qui a obligé les entreprises à écouter ces insatisfactions clients, qui étaient autrefois plutôt remisées, et c'était pot de terre contre pot de fer, mais ça, vous devez le savoir. Donc on utilise beaucoup plus cette écoute-là des insatisfactions clients pour faire évoluer l'entreprise et faire évoluer les produits. Disons que c'est là, c'est au milieu, c'est plus est-ce qu'on doit le faire, c'est l'hybridation, ou en tout cas la voix du client de toute manière s'impose à l'entreprise, réseaux sociaux, e-réputation, tous ces éléments. Mais après, si on va sur l'hybridation pour avoir un regard peut-être critique, c'est que ce qu'on a pu observer notamment pendant notamment la première phase de confinement, et ça s'est aussi perduré, c'est notamment l'usage des bots, où effectivement les bots, on est dans une programmation. Donc, on va identifier des scénarios, on va les pré-identifier, et puis en fait, on se rend compte assez rapidement que quand la crise arrive, et la crise, c'est justement d'aller vers ce qui n'est pas prévu, vers l'imprévu, on s'est rendu compte qu'un grand nombre de technologies étaient complètement larguées, et pour des entreprises qui avaient tout migré, si j'ose dire, leur flux de demandes d'informations, de réclamations vers de la technologie, elles se sont retrouvées bien dépourvues quand la bise fut venue, parce que justement, il n'y avait plus d'équipe pour pouvoir répondre, et donc d'autres problèmes.
Justement, et très rapidement, parce qu'on aura fini après ça, on a pu voir justement pendant cette période des salariés répondre à la place de chatbot. Ça va rester, ça va se professionnaliser, on va voir disparaître cette partie-là? Alors, je ne pense pas que ça soit lié strictement à la crise. Et là-dessus, bon, j'évoquais Decathlon et qui a mis en place des expérimentations qui ont vocation a priori à rester il y a déjà 3 ans. C'était leurs vendeurs qui répondaient, Voilà, Ouais. exactement. C'était déjà les vendeurs. Et je pense que là, on est quelque part dans cette... C'est pas une injonction, c'est, je pense, un besoin, une réassurance de proximité. Ouais. Et finalement, je pense que c'est pas lié à la crise. Je ne pense pas que ce soit lié à la crise, mais la crise aura peut-être permis de mettre un certain nombre d'entreprises dans cette dynamique-là. Et toutes les crises ont du bien. Donc peut-être que ceci sera un des effets positifs de cette crise, c'est de l'usage. Regardons le verre à moitié plein. Merci beaucoup Marie-Louise Julien pour ces réponses éclairantes à nos réclamations, ou devrais-je dire plutôt à nos questions. Merci encore, n'hésitez pas à rester avec nous pendant cette émission. Je n'hésiterai pas, et puis bonne émission. Merci bien. Allez, je vous propose de nous refaire une beauté et de passer maintenant à l'entreprise témoin. Il s'agit de l'entreprise TechNature. TechNature, c'est une entreprise de Dirinon dans le Finistère avec 160 salariés. Cette entreprise, eh bien, elle crée des produits de cosmétiques sur mesure qu'elle propose aux grandes marques de beauté, aux centres d'esthétique ou encore à la vente au détail. Pour poser le sujet et avant de céder ma place, rendez-vous compte, on est en mars 2020. Il faut savoir que TechNature, 50% de son activité est à l'international. La Chine, le Brésil, les États-Unis. Je vous laisse imaginer à ce moment-là ce qui s'est passé dans la tête de son dirigeant Pierre Morvan. Et puis, allez, j'ajoute un point complémentaire pour bien poser le sujet. Une grosse partie de la relation client jusqu'alors pour TechNature se passait à travers une vingtaine de salons dans l'année. Voilà, le sujet est posé. Je vais vous laisser la place et nous recevrons Anne-Claire Roudot, responsable de la communication et du marketing de TechNature, Pierre Morvan, comme je le disais, le PDG de cette entreprise, Hélène Moret qui officiera comme experte, Hélène Moret de la société Netellium, et je vais céder ma place à Frédéric Barthaud qui est la déléguée générale du MEDEF des Pays de la Loire pour animer ce partage d'expérience. Frédéric, c'est à toi. Bonjour à tous. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Non, on va se remettre là. Voilà. Bonjour, donc Frédéric Barthaud, délégué général du MEDEF Pays de la Loire. Alors, tout d'abord, je voulais remercier toute l'organisation de Digital Change. Chaque année, ou en tous les cas pour nous, la 2e édition, c'est un exercice différent de nos métiers habituels. Et on est très fiers d'être donc pour la 2e fois ambassadeur donc, de ce bel événement. Avec moi, donc, l'entreprise TechNature, représentée donc, par Pierre Morvan, son président. Et je vais laisser tout de suite la parole en fait, pour que vous nous rappeliez l'activité et vous présentiez donc, votre entreprise. Merci, bonjour à tous. Donc TechNature est une entreprise de cosmétiques. Nous formulons, nous fabriquons et nous conditionnons de la cosmétique, comme il a été dit tout à l'heure, pour les grandes marques. Nous n'avons pas de marque nous-mêmes, et donc nous avons un paradoxe par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que nous devons faire de la promotion de nos savoir-faire et en même temps on doit quelque part rester caché puisque nous n'avons pas de marque. Donc nous sommes localisés en effet dans le Finistère avec 2 sites, un à Dirinon et un au Relecq-Kerhuon. Il y a 10 minutes entre les 2 sites. Avec des spécialités que sont les masques de beauté ou alors nous pouvons faire des gammes de soins complètes pour les différentes marques. Voilà, vous êtes accompagnée d'une collaboratrice qu'on va laisser se présenter. Oui, bonjour. Donc Anne-Claire Roudot, je suis responsable de la communication et du marketing chez TechNature. Très bien. Et puis alors pendant toute cette émission, on aura une experte avec nous qui pourra intervenir à tout moment, mais surtout en conclusion donc, de cet atelier. Merci, avec plaisir. Donc, je suis Hélène Moret, Pogo Tango, Netellium. Très bien, alors c'est parti. Année 2020, mars 2020, Stéphane l'a dit tout à l'heure dans la présentation. Que s'est-il passé pour vous? On sait que évidemment cette période très inédite a impacté l'ensemble des entreprises.
mais vous peut-être encore un peu plus fortement, puisque vous travaillez beaucoup donc, à l'étranger, et votre mode de communication, c'était surtout donc, les salons. Donc premier confinement, deuxième confinement, annulation de salon, report, voilà. Que s'est-il passé? Racontez-nous votre histoire. Alors en première intention, nos clients, et y compris étrangers, ont plutôt, il y a eu des réactions diverses, mais ont plutôt reporté leurs encours, reporté leurs commandes, reporté tous leurs projets. Et puis en effet, les premiers salons du premier semestre 2020 ont tous annoncé des reports deuxième semestre 2020. Encore espoir pour vous. Bah oui, parce que cette partie-là, elle devait être reportée juste de quelques mois. Il n'y a pas forcément eu d'entrée une obligation à réagir. Et puis vous parliez comme tout à l'heure, c'est mars. Alors attention, parce que ça avait commencé un peu avant en Chine en fait. Et donc on commençait à voir venir en janvier-février, ça commençait à gronder en février, ça grondait clairement en Chine. Et puis en mars pour l'Europe et pour la France. On a fait le dos rond, il y a eu le télétravail organisé dans un premier temps, donc là c'était plutôt reclus en interne, on réorganise, on a vu nos clients français et étrangers qui s'organisaient aussi en termes de télétravail, et puis les salons étaient quand même reportés en deuxième semestre 2020. Donc là, deuxième semestre, plus compliqué. Jusqu'à temps qu'on comprenne, plutôt en juin que le deuxième semestre. Non, on allait oublier. Et comme il a été évoqué tout à l'heure, on en faisait une vingtaine de salons internationaux. Dans quel pays, par exemple? On en fait à peu près sur tous les continents. Donc Amérique du Nord, du Sud, Asie, puis Moyen-Orient. On ne fait pas tellement de salons en Afrique. Il n'y en a pas. Donc ça c'est reporté. Au niveau du business, ça a dû tomber de 30% en instantané en fait, un peu plus peut-être. Nous on n'a pas fermé, on a pu continuer à travailler, à continuer à produire. Alors, et n'empêche qu'il fallait quand même réaction, voilà, vous avez pensé, vous avez imaginé des choses. Ça a été quoi votre réaction? Alors ça s'est fait de manière très intuitive en fait. On n'a pas forcément fait d'études de marché ni de recherche spécifique. Certes, on a essayé en fait les salons en mode digital. On en a fait un voire deux sur l'année 2020, mais ça nous a pas du tout convaincus. On était vraiment en fait perdus dans la masse. À la suite de ces salons-là, on n'avait pas réellement de contact. Ça répondait pas du tout en fait à nos attentes. D'où en fait l'idée qui a émergé de créer notre propre studio et de pouvoir en fait produire nous-mêmes des émissions et en assurer la diffusion par nous-mêmes. Et c'était quoi pour vous la différence entre un webinaire un peu classique et puis ce projet de studio par exemple et de contenu vidéo? Alors justement en fait la différence, on la voit beaucoup surtout en fait au niveau de l'image et du son, c'était vraiment d'apporter du contenu qualitatif à nos clients, puisque les cosmétiques sont vraiment un produit sensoriel. Donc là, malheureusement, on n'a pas ni le toucher ni l'odeur. Mais au moins, on a un beau visuel et ils peuvent avoir vraiment le rendu du produit. Il faut savoir que pendant les salons, c'est aussi là où on va présenter nos nouveautés produits. Donc il fallait vraiment qu'on trouve une solution là-dessus. D'accord. Alors, de manière opérationnelle, on imagine un studio, mais vous, ça s'est passé comment, la création? Parce que ce n'est pas votre métier d'origine. Tout le monde a un peu découvert ces outils numériques. Donc, vous avez fait comment? Effectivement, chez Technature, on n'a pas de ressources en termes audiovisuels. Donc, on a vraiment appris sur le tas. L'idée a émergé en juillet 2020, où on s'est dit, on va monter notre studio. Pour ça, en fait, on a fait appel à un stagiaire en audiovisuel qui nous a aidés surtout à essayer de trouver le matériel qui pourrait correspondre à nos besoins, mais il fallait aussi qu'il soit mobile, puisqu'on n'avait pas forcément de lieu pour l'instant. On était sur une période où est-ce qu'ils ne trouvaient pas un seul stage en fait. Oui, d'accord. Ils n'en cherchaient même plus, ils avaient désespéré d'en chercher, et donc on a contacté les écoles pour ça. Ouais.
Donc effectivement, on a contacté l'une des écoles, c'était le SRA de Rennes. C'est une école de cinéma et justement en fait il avait vraiment carte blanche. On lui a dit tu me montes un studio, je sais pas encore où, mais il faut qu'il soit qu'on puisse être totalement aussi autonome nous au niveau du service marketing puisque c'est nous qui allons gérer ça. D'accord. Et ensuite, vous avez trouvé le lieu? Ensuite, effectivement, on a trouvé le lieu au sein de Technature. C'était un stockage en fait qui n'était pas utilisé, donc on l'a complètement aménagé. Suite à ça, en fait, on a aussi fait appel à un intermittent du spectacle pour qu'il nous aide aussi aux premières émissions et aussi à régler tout ce qui est les questions de image et son, et surtout le son, puisque c'est toujours notre frayeur à chaque fois qu'on fait une émission. Donc, il nous a aidé au lancement effectivement du studio. D'accord, un petit mot de l'experte? Oui, du coup, on voit là que c'est vraiment l'arrêt brutal de votre manière habituelle de prospecter qui vous a forcé à sortir de votre zone de confort, entre guillemets, et surtout à chercher de nouvelles choses à faire pour prospecter, pour rester en relation avec vos clients. Et on voit que le premier enjeu, on a échangé un petit peu en amont d'aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est l'adhésion en interne, comment embarquer l'équipe qui n'est pas forcément compétente dans le domaine de la production de contenu de qualité, comment construire un studio alors qu'on n'a pas les compétences en interne. Donc le premier enjeu, c'est l'adhésion en interne, et ça marche toujours mieux quand il y a un sponsor interne, et encore mieux quand le sponsor, c'est la direction qui est même, si j'ai bien compris, ici à l'initiative du projet. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Je dois dire que parce qu'on est quand même chargé à trouver des solutions, et très clairement, quand je viens voir Anne-Claire pour lui dire qu'on va monter notre studio, je lui rajoute juste une charge complémentaire. Avec ça, j'ai de la chance, parce que Anne-Claire n'a pas de souci à partir sur des nouvelles initiatives. Mais oui, à la base, il n'y avait pas de compétences, donc on a été obligé de rajouter. Oui, parce J'ai oublié de dire tout à l'heure, parce qu'on a les salons qui se sont stoppés, et puis il nous est arrivé quelque chose d'autre aussi, c'est qu'on a une expertise particulière dans les masques de beauté. Allez taper sur un moteur de recherche masque en période Covid, on disparaît, quoi. Ouais. Donc il fallait vraiment se bouger. Et là, vous avez expliqué que vous aviez un stagiaire, donc un intermittent. Donc sur la partie technique, vous étiez déjà, je dirais, soulagé. Mais comment vous avez embarqué vos équipes, justement? Parce que le contenu, il faut aussi le produire. Le challenge, en fait. Ouais. Je pense que c'est juste le challenge, c'est rigolo. Enfin, ça peut être marrant de faire différent, en fait. Et qui, dans l'équipe, enfin, ou dans vos salariés, ont participé en premier? Alors en premier, en fait, on a l'équipe commerciale qui a participé justement à présenter les nouveautés produits. Et il faut savoir aussi que chez Technature, on parle 10 langues, donc nos contenus sont aussi adaptés. On a fait des émissions en 7 langues différentes, et toujours dans des formats courts, pour pas non plus lasser les personnes qui regardent la session. Et tout simplement, on les a mis, ils ont changé de métier pendant un temps et ils sont devenus animateurs, et pour présenter au mieux les produits, ils l'ont très bien fait d'ailleurs. D'accord. Et la diffusion, ça s'est passé comment? Parce qu'il faut trouver les bons canaux. Alors effectivement, la diffusion, nous on a fait le choix de faire sur YouTube en live, mais en mode non répertorié pour qu'il ne soit pas accessible au grand public, parce qu'on est toujours en B2B, et aussi pour restreindre au niveau forcément concurrentiel. Donc on a fait via ce mode-là, et comme ça les gens avaient aussi la possibilité de poser des questions en live sur le chat de YouTube. Et on a aussi tout un espace replay, puisqu'on a créé en amont aussi un nouveau site qui est wowproducts.fr, qui est vraiment dédié à ça, où on va mettre toutes les conférences à venir, les replays, mais pas que. En fait, on va aussi apporter un espace blog avec les tendances actuelles au niveau du secteur de la cosmétique, qu'est-ce qui se fait et autres. Tout ça, c'est nouveau, en fait. C'est du contenu, là, c'est vraiment du contenu qui n'est pas attaché uniquement à l'entreprise, mais à l'écosystème et à l'activité. D'accord. Très bien. Alors, vous avez fait encore plus fort, parce qu'on nous a dit que vous étiez Monsieur ID, mais là, ça se confirme, puisque vous êtes producteur, mais vous êtes devenu aussi festivalier. Alors ça, il faut nous expliquer, ça a été une vraie découverte, c'est comment a émergé cette idée et comment vous l'avez créée? Je ne sais pas, tout à l'heure il a été évoqué les zones de confort, on est aussi bien pour bouger quand on est en inconfort, donc je
je vais pas dire que le studio était encore rodé, mais fallait quand même pas qu'on commence à s'ennuyer. Donc, donc l'idée d'après, ça a été de dire que, comme il a été évoqué, on fait 20 salons à l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tisse des liens avec nos clients, évidemment, mais aussi avec d'autres confrères, avec des fournisseurs. Et puis, ben, ça fait, comme tout le monde, hein, ça fait 1 an qu'on les voit plus, et donc ça a été l'occasion de refaire la forme. D'accord. Alors, on n'a aucune vocation à remplacer un salon, mais par contre, ça donnait un côté plus humain, en fait, tout simplement. Et puis, je pense qu'au niveau côté plus humain, quoi de mieux que le festival en soi. Donc, ça s'est après comme ça. Donc, on l'a fait au mois d'avril, c'était pas neutre. Notre plus gros salon international avait lieu au mois d'avril tous les ans. Donc, ça s'est appelé le Apple Cosmetics Festival. Et puis, on a fait venir des distributeurs, donc des clients, des fournisseurs, des partenaires, des confrères. Qui venait de... Vous avez pris le rôle de l'organisateur du salon de manière un peu inédite. Un salon, c'était plutôt garder du lien, garder du contact humain. C'est ça, on voit ici qu'il y a ces deux sujets. D'un côté, il y a garder du lien, créer du lien et reproduire un petit peu l'ambiance salon autant que possible. Et de l'autre côté, occuper le terrain auprès de votre écosystème. Et on voit que ça, c'est intéressant pour tout le monde de le faire parce que d'une part, pour vous, c'est bénéfique, ça renforce l'image d'expertise sur le domaine de la cosmétique. Et c'est bénéfique aussi à toutes les parties prenantes, finalement, vos partenaires, vos fournisseurs qui participent à ce projet. Tout le monde y gagne. Et du coup, ça, c'est intéressant aussi d'avoir cette générosité dans le monde professionnel. On voit que tout le monde y gagne. Le partage de contenu et puis l'ouverture aussi, pas avoir peur de donner, quoi. Et ça, c'est intéressant dans le digital. C'est peut-être plus facile grâce au digital, d'ailleurs. Alors, avant de parler des obstacles, parce qu'il y en a forcément eu, j'aimerais quand même qu'on rappelle peut-être, que vous donniez un chiffre, parce qu'on n'en a pas parlé. On dit que c'est gagnant, mais ça coûte combien surtout? Parce que c'est quand même un investissement, j'imagine. Alors, on a voulu faire aussi un studio, pas non plus un gros studio, mais qui soit vraiment corresponde aux émissions qu'on voulait mettre en avant. On va dire qu'en soi, on est à peu près au tarif d'une réservation d'un stand, notamment pour le gros salon qu'on avait en avril. Ça équivaut à peu près à ça, donc à 20 000 €. D'accord. Oui, donc finalement, vous étiez gagnant aussi sur le plan financier. Ouais, une année normale vous coûte plus cher Ouais, c'est certain. Après, c'était pas trop le... Si vous me posez la question de retour sur investissement, ouais. C'est pas mon sujet. En fait, c'était pas ça la thématique. Qu'est-ce qu'on a à y perdre? Non, on a juste... on le fait parce que c'est rigolo à faire, parce que ça donne de l'activité, mais on n'est pas en train de regarder en combien de temps on rentabilise cette chose. On y trouve d'autres intérêts derrière, en fait. Donc, oui, ça fait l'équivalent de notre plus gros salon. D'accord. Alors, venons-en... Ah, j'ai fait une erreur. Voilà. Aux petits obstacles, ou au gros, parce que j'imagine qu'il y en a eu. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous utilisez la plateforme YouTube, mais non répertoriée. 10 langues, enfin, forcément, sans doute des petites complications. Alors effectivement, l'un des obstacles qu'on a pu voir, c'est au niveau de YouTube, puisque au niveau de la Chine, ça ne passe pas. Donc on a tout ce public qu'on n'a pas forcément capté et on essaye de trouver des solutions via WeChat, puisque c'est ça qu'ils utilisent principalement. Donc là, on est en train de voir un peu comment on peut faire. En soi, les obstacles, qu'est-ce on peut dire aussi qu'on... Vu que c'est du YouTube non répertorié, c'est au niveau quantitatif ou statistique, on ne peut pas avoir autant de mesures qu'on souhaite par rapport à un lien qui est public. Donc on a plus de mal à quantifier en fait, les vues ou autres sur les émissions. D'accord, donc un problème de statistique, un problème avec la Chine, mais sinon, pas de souci. Certes, on a eu des petits soucis forcément d'image, de son, de réseau, enfin tout ce que peut connaître. C'est vraiment un métier, donc c'est vrai qu'on a appris aussi sur le tas. Après, on le fait dans différents formats. Ça va être en live, en condition du direct, ou alors en replay, où c'est préenregistré. Donc avec les petits affres, c'est pas aux techniciens qui sont ici qu'on va
Alors justement, parce contraire. qu'on parle de studio, on parle de ce contenu, je pense qu'on va demander peut-être en régie de nous montrer un extrait qualitativement. C'est quoi? Merci d'envoyer la vidéo. Aloe vera, which brings soothing and nourishing properties. Instructions of use are really simple. So you open the sachet like this. Also ein wunderschöner Kühler-Effekt. Ich weiß nicht, ob Sie es so erkennen können. So, und dann kann ich gucken, ob wir schon Fragen erhalten haben. Also die Pads sind wunderbar zu sehen. Man erkennt auch die Einschlüsse, wirklich schön. Et de l'osilif, qui est un actif tenseur 100% naturel, qui va former un film à la surface de la peau pour raffermir et tonifier les tissus. Toujours dans l'originalité, on propose également un patch lèvres couleur rose avec un arôme fraise. La parte superior y la parte inferior para una aplicación que sea más fácil. En esta referencia podemos encontrar de Panthenol. Antes de concluir y responder a las preguntas que puedan haber surgido a lo largo de la presentación, nos gustaría primero presentarles, como les comentamos en exclusiva, el nuevo ingrediente de la familia de los hidrogel. Superbe, en effet, bravo. Et là, c'est vous une voyez, vraie émission de télé. Alors ça fait un peu téléachat présenté comme ça, donc en effet on a 3 caméras, mais c'est aussi une manière de présenter nos produits et puis là, comme le disait Anne-Claire tout à l'heure, l'équipe commerciale qu'on a vue ici, c'est pas leur métier de faire ça. Bon, ils ont oui, on voit bien que c'est un outil de rayonnement externe vis-à-vis de vos clients, mais aussi interne. Donc justement, quels sont les résultats que vous concluez de cette expérience? Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que vous allez l'arrêter? Voilà, c'est quoi l'avenir en fait de cet outil? C'est vrai que cet outil, il a servi effectivement en externe, mais aussi en interne, puisque notamment lors du festival, les salariés avaient accès à tous les lives et tous les replays. Donc c'était vraiment pour une cohésion, qui voit qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place, à quoi ça correspond en fait, et les impliquer aussi dans cette aventure. Si ça va perdurer, on va continuer forcément les salons, puisque ça reste notre premier moyen de prospection. Par contre, le studio, effectivement, il va continuer à être utilisé, mais peut-être de d'autres manières, avec des vidéos différentes et pas que application de produits. Ça peut être très bien voir un peu les coulisses de Tecnature, comment est fait un produit, ou des portraits de salariés. On ne s'arrête pas là, on a encore plein d'idées. On pourra faire du contenu qui est qui est à l'externe et continuer à faire ce qu'on a fait, mais aussi en interne, en fait, tout simplement. Ouais, c'est un outil que maintenant tous les salariés maîtrisent, enfin ils sont à l'aise. Alors les personnes qui maîtrisent le fait de produire, là, c'est l'équipe d'Anne-Claire, c'est l'équipe du marketing qui s'est improvisée et puis qui maintenant, au fur et à mesure... Vous avez créé combien de vidéos jusqu'à ce jour? Une 60aine de vidéos. Ouais. Et puis derrière, on va jouer. Et là, aujourd'hui, le laboratoire, les techniciens de laboratoire, ils présentent eux-mêmes leurs créations. C'est super sympa. En fait, leurs innovations, ils sont devant la caméra, ils les présentent. Ce sera pour l'interne ou pour l'externe. Il y a tellement de choses de possibles. Très bien. Écoutez, bravo encore. Vraiment superbe le résultat. On va laisser la conclusion à notre experte. Oui, je voulais juste rebondir là, sur la notion de ROI. Là, ce qui est intéressant, je trouve, dans votre démarche, c'est que le ROI n'est pas toujours financier. Mais c'est vrai qu'on a tendance avec le digital, tout est mesurable, et donc du coup à vouloir tout mesurer. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a le volet humain et puis le bénéfice, le volet humain à l'externe et à l'interne qui est retenu là. Et en termes d'indicateurs, voilà, de se dire finalement si on n'arrive pas à tout mesurer, de se dire finalement on est satisfait si on arrive à ça. C'est déjà un premier pas de mesure et un premier pas de succès aussi
vers d'autres peut-être outils de mesure, comme une aide. Aujourd'hui, on peut voir que c'est un outil d'aide à la vente intéressant pour vous et qui va perdurer puisque les vidéos sont utilisées par les commerciaux et vont perdurer même quand les salons vont reprendre. Donc, pour conclure sur ce volet-là, je regarde l'heure pour qu'on ne déborde pas. Donc c'est bien l'arrêt brutal du mode de prospection classique qui vous a incité à passer à l'action et à chercher de nouvelles solutions avec le digital. On voit que la stratégie de production de contenu était un peu audacieuse parce que vous êtes Tech-Nature, mais vous n'êtes pas vraiment une marque, en tout cas pas connue, et du coup ça c'était un petit peu audacieux. On voit aussi que le partage de savoir-faire est bénéfique pour vous, pour augmenter votre notoriété et pour tout l'écosystème finalement. Donc vous vous faites connaître et vous partagez les savoir-faire, vous mettez à disposition des moyens. C'est bénéfique, donc c'est intéressant de voir que être généreux et partager avec son écosystème, c'est toujours intéressant, tout le monde y gagne et c'est d'ailleurs ce qui se passe chez Digital Change aussi. Dans le cas de Tech-Nature, le digital, c'est aussi un outil de repositionnement, puisque finalement, de façonnier, vous êtes passé à réalisateur, puis à festivalier, puis à animateur de communautés, d'écosystèmes, bon, sans vous substituer aux organisateurs de salons, parce que là, c'est un vrai métier, mais vous avez quand même répondu à des attentes, des manques, des besoins qu'exprimait votre écosystème. Les bénéfices du projet dépassent largement finalement le problème initial, puisque au début vous cherchiez à développer à rester en lien et à se substituer un petit peu à ce que proposaient les salons. Mais ça a aussi permis d'activer des nouveaux leviers de communication, d'aide à la vente, qui vont perdurer avec la reprise des salons, on espère, cette fin d'année. J'espère pour tout le monde. Donc, en résumé, le digital ici permet une adaptation rapide, un contexte pas très agréable, une meilleure relation client et même une meilleure expérience client, puisqu'on apporte des contenus de qualité ciblés, on les rend plus accessibles. Une plus grande efficacité commerciale aussi, puisque ces vidéos vont être réutilisées tout au long de l'année. Vous avez aussi développé la présence sur les réseaux sociaux. Et puis tout ça augmente aussi votre référencement. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis en interne, le développement de la culture digitale et peut-être de la cohésion des équipes avec ce projet, semble-t-il, assez fédérateur. On se serre les coudes et on y va et on s'y met tous, même si on n'est pas des pros de la vidéo. Donc je trouve ça très intéressant. Donc on a noté tout à l'heure le manque peut-être de statistiques. Or c'est vrai que le digital c'est un média qui permet vraiment de tout mesurer ou presque. Donc on peut en attendre ça, mais on peut aussi rester dans un entre-deux où on ne mesure pas tout. Ce que je trouve qui serait intéressant peut-être pour vous, c'est de réfléchir à des dispositifs relationnels de type peut-être tunnel de conversion ou inbound marketing, c'est-à-dire proposer du contenu ciblé pour faire venir les clients à soi. Et c'est vrai que là, ça vous permettrait de développer non seulement votre connaissance client, de développer l'expérience client parce que vous allez apporter une réponse peut-être plus précise et plus rapide individuellement grâce au digital en complément des équipes commerciales sur des besoins qui sont peut-être un peu chronophages pour l'équipe commerciale qui eux sont peut-être aussi il est intéressant qu'ils restent peut-être sur la partie closing, quoi, signature ou voilà, peut-être pas la partie démonstration. Donc c'est vraiment un relais. Bon, c'est un parti pris. Là aussi, ça serait intéressant d'aller vers ce type de dispositif parce que ça permet aussi d'augmenter l'efficacité puisqu'à chaque contenu que l'on publie, on propose ce qu'on appelle un CTA, un click to action, une proposition d'action derrière. Et donc, les personnes qui visualisent, qui regardent ces vidéos sont invitées peut-être à commenter, à interagir, à faire des demandes si on utilise ce type de dispositif relationnel. Et enfin, ça vous apporterait un peu plus la mesure de la performance de vos actions.
Et l'intérêt de le faire, c'est de bien voir ce qui fonctionne et de voir ce qui ne fonctionne pas, et du coup d'améliorer les prochaines actions au prochain semestre. Voilà, les prochaines actions de prospection commerciale grâce au digital. Voilà les 3 points peut-être qui pourraient être travaillés par la suite. Merci. Alors normalement on a un tout petit temps, parce que je crois qu'on a un peu débordé de questions-réponses. Donc je vais vous la poser, vous pourrez un peu commenter peut-être l'apport d'Hélène, mais aussi cette question. Vous êtes intéressé au format podcast, et si oui, pourquoi n'avez-vous pas retenu ? On ne s'est pas intéressé au format podcast. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, on avait déjà pas mal à faire avec ce qu'on faisait. Donc après, à voir, ça peut être quelque chose qui effectivement peut être mis à l'avenir. Puis déjà que la vidéo, ça permet de voir la qualité des cosmétiques, mais on ne peut pas les sentir, on ne peut pas les toucher. Alors le podcast, on ne peut pas le voir. Alors, une nouvelle question, alors c'est peut-être plus pour vous, Président. Est-ce que vous allez pérenniser des emplois liés à la vidéo ? Le studio, Anne-Claire l'a dit tout à l'heure, il a toute vocation à continuer. Donc, en effet, il faut garder la capacité professionnelle à pouvoir continuer à les monter. Donc, si c'est ça la question, oui. Après, est-ce que c'est là pour développer notre business ? Oui, donc ça pérennise des emplois. Tout ça, c'est lié, en fait. Donc, je ne suis pas sûr qu'on fasse grandir le studio dans son équipe, quoique, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il y a un moment, ça pérennise de l'emploi. Ouais. Alors, une dernière question, je pense. Est-ce qu'au final, vous n'allez pas aussi incorporer la création de contenu vidéo lors de votre présence sur des salons physiques ? Est-ce que ce studio, entre guillemets, ne va pas se déplacer, quoi ? En soi, ce qu'on fait, les démos produits lors des vidéos, c'est ce qu'on fait déjà en fait, sur les salons. En fait. On fait déjà des démos, on montre les produits au visitorat. Donc, on peut utiliser les vidéos en arrière-plan, mais en soi, c'est vraiment la démo physique qui va primer, puisque là, on a vraiment tout le côté sensoriel du produit. Après, est-ce qu'on va faire un reportage vidéo au sein d'un salon ou quoi on ne peut pas se l'interdire, en fait. Voilà, vous avez vraiment tout le matériel, tous les outils. En fait, c'est ça. On arrête de se donner des consignes et de se mettre des œillères. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui se présente, on y va, quoi. On sent que vous avez d'autres idées. Et puis, il y a quelque chose qui est important par rapport à nous, c'est qu'on n'est pas obligé de... on ne nous impose pas une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire que s'il y a des égarements ou des approximations, il n'y a personne qui va nous dire quoi que ce soit, en fait. On est une société privée qui fait de la cosmétique, on n'est pas un producteur de contenu dont c'est le métier. Ça nous laisse une liberté de dingue, en fait. Ah, c'est super. Écoutez, j'allais dire merci beaucoup, parce qu'on n'était pas censé vous connaître, puisque ce n'était pas votre objectif, mais on a fait une belle découverte, en tout cas avec Nature, et je pense qu'on est peut-être indirectement cliente, donc sans le savoir. Merci à vous. On va laisser la parole pour conclure cette émission. Donc, et là, je vais redonner l'antenne, j'allais dire, à Stéphane Dairel, qui reçoit donc Pierre Bélanger. Merci beaucoup. On est à distance, on en profite. Merci, il est 11h44. Super, bravo pour le témoignage, vous avez tenu le timing et on a pu voir plein de choses très très intéressantes. Je retiendrai que les commerciaux se sont mis à faire des démonstrations et à se mettre devant la caméra. Ça a dû être quand même un petit peu un échange à avoir avec eux pour qu'ils acceptent de passer devant la caméra. Mais c'est une super expérience, on a pu en tout cas le découvrir. Pour celles et ceux qui nous rejoindraient, donc, on a eu en préambule Marie-Louis Julien, le délégué général de la marque, qui est l'association pour le management de la réclamation client. Et puis on vient d'avoir là le témoignage de la société Tech Nature. Merci à Anne-Claire Oudot. Merci à Pierre Morvan, le PDG de l'entreprise, ainsi qu'à Hélène Moret et à Frédéric Barthaud.
Pour la prochaine séquence, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Bélanger. Alors Pierre Bélanger, vous êtes le business leader de la communauté atlantique de OnePoint. Et c'est la séquence, effectivement, complément d'information. Et le slide est à l'antenne, c'est parfait. Bonjour Pierre Bélanger. Bonjour Stéphane. Alors, nous avons abordé pas mal de choses, on le voit bien, à la fois avec l'intervention tout à l'heure de Marie-Louise Julien, à la fois avec le partage là, de TechNature. Qu'est-ce qui peut ressortir de cela? Qu'est-ce qu'on peut noter? Quelle perspective donner un peu à cette intervention de TechNature? Alors, déjà, moi je suis assez impressionné effectivement du virage que TechNature a pu prendre dans le cadre de son activité et de la période qu'on a connue en termes de crise sanitaire, et notamment cette bascule vers du digital pour des gens qui ne savaient pas forcément en faire auparavant. Donc déjà ça, je tiens à vraiment leur dire qu'un grand bravo, leur tirer mon chapeau. On est à presque sur du digital finalement. Alors c'est pas nouveau. Digital, c'est physique, numérique, c'est ça? Alors ça allie effectivement deux grands piliers que sont le physique et le digital, qui n'est pas nouveau, ça existe depuis 2013, mais depuis effectivement la phase de confinement, c'est des choses qui se sont nettement accélérées. On a des grandes enseignes qui travaillent sur ces thématiques, comme des acteurs comme Sephora, Timberland, qui sont des acteurs qui sont très présents sur ces aspects-là. Et finalement, TechNature commence à s'en rapprocher à travers ces différentes activités. On a beaucoup évoqué la notion d'événementiel. On pouvait le voir, TechNature faisait auparavant une vingtaine d'événements, de salons pour se rendre visible, pour présenter ses créations. Il y a une nuance, il y a des démarches différentes selon qu'on fait un événement en physique ou un événement, en l'occurrence, en distanciel, en digital. Alors effectivement, ce n'est pas la même typologie d'événements. Ça a été évoqué tout à l'heure par nos amis de TechNature sur la partie vraiment vidéo, sur la partie distancielle. C'est vraiment un facteur très important aujourd'hui en termes d'expertise. Donc les structures, les marques qui n'ont pas aujourd'hui développé ce type d'activité doivent se renforcer. Si elles souhaitent y aller, en tout cas, c'est un aspect vraiment fondamental de la partie digitale, c'est de se renforcer sur la partie vidéo pour avoir des experts qui peuvent, je dirais, délivrer ce genre d'activité. Après, effectivement, il y a beaucoup de nuances entre le physique et le digital, on en est bien conscient. Le digital apporte également beaucoup d'importance sur la partie replay, sur la partie interaction pendant le live, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut donner la possibilité aux acteurs, aux externes qui regardent de pouvoir discuter, échanger, donner leurs avis. C'est quelque chose de fondamental aujourd'hui et ce qu'on n'a pas forcément sur le présentiel. Donc effectivement, et la portée est beaucoup plus importante aujourd'hui quand on fait des événements côté digital. Et on l'a vu, alors TechNature n'est pas une marque en soi qui est tournée vers le grand public directement, mais du coup, on voit aussi, lorsqu'on se lance sur cette partie-là, la question de l'utilisation des réseaux sociaux, elle est importante, voire même elle s'est accélérée. Est-ce qu'on doit dire que c'est même un axe qui est majeur si on veut travailler sa marque maintenant? Est-ce que ça doit être la prochaine étape? Alors peut-être pas TechNature, mais on l'a vu dans la première émission avec Vorwerk ou encore avec Algam. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce qu'il y a un travail qui est différent à travers ces réseaux sociaux? Alors oui, de toute façon, enfin évidemment, pour répondre à votre question, oui, les réseaux sociaux sont aujourd'hui quelque chose de majeur. On le voit bien par rapport à la progression qu'ils ont pu avoir pendant le confinement et la crise sanitaire. On prend des acteurs comme Facebook, ça a fait plus 37%, WhatsApp a fait plus 40%. Il y a des études qui sortent qui disent que 40% des internautes ont créé un réseau social pendant le confinement. Donc évidemment, c'est un canal, un support indispensable aujourd'hui pour les marques d'aller vers ce type de choses. Ce qu'on peut aussi également porter comme appréciation, c'est qu'aujourd'hui, ça se développe. Tout à l'heure, TechNature évoquait le marché chinois, et notamment WeChat. J'ai entendu parler de WeChat. WeChat, aujourd'hui, permet, sur son réseau social, aux différents acteurs externes de directement acheter en ligne sans être redirigé vers un site marchand. Donc c'est des évolutions qui sont majeures.
Aujourd'hui, Facebook travaille sur ces développements de nouvelles solutions et de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de leurs outils. Donc c'est vraiment, oui, les réseaux sociaux vont être et vont accélérer encore plus la dimension pour les marques. Et donc du coup, puisque c'est la séquence en complément d'information, je suis une entreprise, je vais sur le numérique, je veux travailler cette relation avec les clients à travers les réseaux sociaux. Donc autrement dit, je dois établir une stratégie pour rendre visible ma marque. 4-5 points, si on doit noter 4-5 points qui permettent justement ces points clés. Déjà, le premier, c'est de savoir quels bénéfices on veut en tirer. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut vendre? Est-ce qu'on veut célébrer? Est-ce qu'on veut faire de la publicité? Enfin voilà, il y a différents aspects qu'il faut bien se poser. Quelle clientèle on adresse? Est-ce qu'on veut faire du B2B, du B2C? Enfin, donc évidemment, tous ces aspects sont à prendre en compte. Ensuite, il y a la régularité, la fréquence des posts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'inscrit sur un réseau social en tant que marque et qu'on décide d'en faire un outil, on doit avoir une fréquence, une régularité dans ces posts. Et puis derrière, on parlait tout à l'heure de contenu. Évidemment, le contenu, la forte valeur ajoutée qu'on va y mettre est fondamentale, puisqu'on voit de plus en plus de concurrence, on voit de plus en plus d'acteurs qui se mettent sur les réseaux sociaux. Donc si on veut se démarquer, il faut qu'on apporte de la valeur ajoutée dans le cadre de ces contenus. Et puis finalement, le dernier axe, c'est également les contenants. Il va falloir être très bon sur tout ce qui est design, accessibilité, pour être repérable, vidéo, qualité, ouais, qui va faire la différence, ouais, par rapport à d'autres acteurs si on veut se différencier demain sur ces outils-là. D'accord. Merci en tout cas Pierre Bélanger pour ce complément d'information. Effectivement, on y resterait encore des heures, parce qu'on le voit bien, c'est un métier, on le voit bien que ça s'est accéléré avec la crise que nous connaissons. Et en l'occurrence, c'était important pour nous, dès cette deuxième émission, de revenir sur ce sujet de la relation client et comment le numérique a bouleversé un peu celle-ci dans bon nombre d'entreprises. On l'a vu encore, je le redis, avec Vorwerk, Algam et TechNature. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on constate qu'il a fallu ce temps-là, aussi douloureux soit-il, pour à un moment faire accélérer certaines transformations. Et alors c'est très bien parce que c'est une super transition en ce qui nous concerne. Digital Change, on est là pour ça. Merci à nos ambassadeurs qui nous accompagnent sur cette 5e édition. D'ailleurs, j'ai un slide. Merci à nos ambassadeurs, à nos partenaires qui nous accompagnent sur cette édition. C'était important pour nous de créer cette communauté à travers tous les univers métiers. La baseline de cette édition, c'est bien le numérique au service des métiers, donc c'était important. Je voudrais revenir sur un point aussi, parce que vous avez pu le constater. Cette 5e édition, elle n'est absolument pas comme les 4 premières. On a souhaité se rendre agile, on a souhaité se transformer. Alors, quoi de plus facile quand on s'appelle Digital Change. Et donc, dans cette transformation, c'était de bien mettre au cœur du dispositif une plateforme métier, digital-change.fr. Si vous êtes une entreprise, que vous vous posez des questions sur des mutations, sur vos outils, sur des partages d'expériences, venez sur cette plateforme et vous trouverez forcément des réponses à vos interrogations. C'est également des avant-premières. On avait le e-commerce, la relation client cette fois-ci. Vous verrez, le programme est riche derrière. Et puis, je tiens à vous le confirmer, donc nous serons bien présents le 29 et le 30 septembre prochain avec vous, partenaire OnePoint. Nous avons pris la décision parce qu'il y a encore pas mal d'incertitudes autour de la faisabilité, autour du trafic, et on ne voulait surtout pas créer d'insatisfaction. Donc du coup, on a pris une décision qui était de dire, appliquons-nous aussi à nous, soyons en mode digital cette année, mais par contre, avec un point, et Anne-Claire Roudot l'a dit tout à l'heure, comment on crée du contact entre le client et son futur client. Et donc, pour nous, ça a été important d'imaginer un village virtuel. Il n'est pas dans le mode avatar, il est très pragmatique avec de la création de contacts. Et puis vous retrouverez bien évidemment la même qualité de contenu, des témoignages, des tables rondes ou encore en mode inspirationnel, des guests qui nous rendront visite, mais nous gardons cela pour un peu plus tard pour vous le présenter. Voilà, c'était important de revenir là-dessus. J'espère que ces interventions de ce matin vous auront inspiré, vous auront amené aussi un peu plus dans le questionnement et pour vous amener aussi à réagir par rapport à tout cela. Je vous souhaite de vous porter bien, c'est important. Un grand merci. Et puis le 15 juin prochain, parce que je ne veux pas l'oublier, on sera sur une émission qui sera consacrée faire face au défi du management à distance.
On l'a évoqué tout à l'heure, la question du télétravail, ce management à distance, il est arrivé de manière un peu forcée. Je crois que Marie-Louise Julien l'évoquait dans son intervention. Qu'est-ce que vraiment le télétravail? On y verra quels sont les impacts sur les organisations, sur les entreprises qui en résultera dans les années futures. Merci à vous, bonne journée à vous, portez-vous bien et au 15 juin prochain. Merci.